Aujourd'hui, nous allons parler notamment de la RTC, le terminal, la régie, terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Un an après, on parle d'environ 50 milliards de bénéfices engagés de ce côté-là. Un bénéfice engagé grâce à l'expertise des Camerounais qui ont pris le contrôle du terminal juste après Bolloré. Bolloré, lui également, qui connaît quelques ennuis judiciaires du côté de Paris et même également en Afrique de l'Ouest. De quoi s'agit-il exactement au Cameroun quand on sait également que ce Bolloré est au tribunal, jusqu'ici au niveau de la Cour suprême, on n'a pas encore vidé ce contentieux. On évoquera également en deuxième partie une autre actualité qui concerne le NOZO, le Nord-Ouest, avec une quarantaine, 44 pour être tout à fait précis, de membres du Congrès américain qui ont saisi l'État du Cameroun pour faire part de la situation de non-respect des droits de l'homme concernant cette crise. Et dans la même foulée, saisissant cette opportunité, une trentaine de députés, 60 pour être tout à fait précis, 62 députés camerounais ont saisi cette opportunité pour demander également à ces hommes du Parlement le rapatriement des Camerounais qui sont à l'origine de la crise causée dans le NOZO. Une situation qui divise d'ailleurs les parlementaires camerounais sur cette question. D'aucuns estiment que la situation du NOZO n'a jamais été posée clairement au niveau du Parlement camerounais. Pourquoi saisir cette opportunité? On en parle tout de suite et maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Pour en parler des hommes politiques, nous font l'honneur de venir sur ce plateau. On commence par Célestin Djamène. Célestin Djamène, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, merci. Et c'est un plaisir d'être là, bien entendu. Je ne suis pas souvent là, c'est vrai que je suis à Yaoundé, je suis à Douala, mais c'est toujours un plaisir d'être là pour débattre des sujets, des enjeux importants pour le Cameroun et aussi pour le monde. Donc je suis très ravi d'être là. Plaisir partagé de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Une situation qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup également de sons dans des choux gras de la presse, avec cette affaire de prêt de 55 milliards d'Exim Bank accordé au Cameroun. Pour cause, on parle de la construction du stade de Lembe qui jusqu'ici était déjà environ à 163 milliards, et d'aucuns estiment que 55 milliards supplémentaires, c'est trop pour terminer un stade, et d'autres pensent d'ailleurs qu'avec ces 55 milliards, on pourrait même construire un nouveau stade, pourquoi pas. Comment vous avez accueilli cette information? Je crois qu'il faut d'abord placer les choses dans leur contexte. Le groupe Piccini a signé un contrat avec l'État du Cameroun en décembre 2015. Rappelez-vous que la CAN devait commencer en 2019, il était attribué au Cameroun, et dont les travaux devaient démarrer en 2016. Ce contrat était un projet bouclé. Un projet bouclé qui coûtait 163 milliards. Projet bouclé, clé en main. Clé en main, 163 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parle de projet bouclé, il y a bien sûr la configuration du projet dans le contrat, il y a le coût du projet et son financement, dont le remboursement. On parlait de 163 milliards pour le complexe, et pas le stade, le complexe d'Olembe. Il se trouve que Piccini commence les travaux en 2000, avec du retard d'ailleurs, commence les travaux en 2017, il y a eu beaucoup de retard, et puis patatrac, Ahmad Ahmad dit que le Cameroun n'est pas prêt pour la CAN 2019. Donc on l'aurait attribué à l'Égypte. Les travaux démarrent donc en 2017. Le contrat avec Piccini est rompu en décembre 2019. Du coup, Maguil, le Turc, qui avait commencé les travaux à Japoma, qui avait terminé, avec brio d'ailleurs. Maguil, le Portugais.
le portugais. C'est Yenegoun. Okay. Voilà. Le portugais. Dont se propose de finir le stade d'Olymbe, le complexe d'Olymbe. L'État du Cameroun consent à ce projet-là avec McGill. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, McGill a repris les travaux et récemment, le président de la République a décidé un ajout supplémentaire de 55 milliards de francs CFA sur les 163 milliards. La question est de savoir, est-ce qu'il y a eu un cas de force majeure qui justifierait les 55 milliards ou est-ce que les 55 milliards, c'est le reliquat du montant qui n'a pas été terminé avec Piccini? Si on parle de cas de force majeure, il faut donc revenir au contrat initial. Dans un contrat en droit, ce qu'on appelle l'aléa, ça peut être prévu dans un contrat. On peut prévoir un aléa dans un contrat. Est-ce que le contrat a prévu l'aléa? Qu'on nous publie les contrats, les montants chiffrés, quels en étaient les coûts des travaux? Quels étaient les travaux concernés? Quels étaient le financement, dont le remboursement? Je rappelle au passage que, avec le retard qui a été pris par Piccini, le béton armé a été fabriqué en Italie et transporté au Cameroun. Donc l'équipement, le transport de tout ce matériel-là a été acheminé par Piccini aux frais de Piccini. La question qui se pose, est-ce qu'il y avait un plan de financement? Est-ce que le remboursement était basé sur l'exploitation du complexe? Tout ceci nécessite effectivement qu'on puisse avoir tous les documents publiés. Piccini ne peut pas se contenter d'un simple communiqué. Si on veut convaincre les gens, mais mettez sur la place publique les documents afférents. On parle d'un complexe, c'est-à-dire en dehors du stade lui-même, du stade omnisport, il y a des piscines olympiques, il y a un musée de sport, il y a un hôtel 5 étoiles, il y a des gymnases, il y a des stades d'entraînement. Plusieurs éléments donc qui étaient contenus dans ces 163 milliards, dont le complexe coûtait 163 milliards. Et quand vous regardez à l'époque les commentaires d'une officine américaine qui dit que le stade aurait valu plus de 248 millions d'euros, 270 millions d'euros. Donc, ça veut dire que dans les 180 milliards de francs CFA. Donc, c'était même sous-estimé. Donc, M. Biya n'a peut-être pas tort, mais il faut donc nous expliquer les 55 milliards. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est l'argent qui n'a pas été terminé? Ou est-ce que c'est le fruit, n'est-ce pas, d'un cas qu'on n'a pas prévu? Est-ce que ce cas imprévu a donc été prévu dans le contrat? C'est la question fondamentale. Donc il ne faut pas crier 55 millions. Non! Il faut connaître d'abord les données. Et ensuite on en discute. Donc on attend de Piccini la vérité des faits, qui nous publie les documents qui font est-ce que, bon voilà, ce qui était conduit dans les 163 milliards, les 55 milliards, d'où viennent-ils, etc., etc. Là, on en sera plus clair. Mais pour l'instant, on ne peut pas accuser l'État camerounais, n'est-ce pas, d'avoir endetté le Cameroun. Bien sûr, sur d'autres aspects, on peut en parler, mais sur Piccini, je parle de Piccini. Les 55 milliards, ce n'est pas forcément un scandale. C'est qu'on n'a pas les données des faits de manière complète. Je rappelle que le complexe a été, selon les cabinets américains de l'époque, sous-estimé. Quand on le compare au stade d'Abidjan, le stade d'Abidjan n'est pas un complexe, c'est un stade. Nous parlons ici de complexe, donc qui peut même accueillir des événements internationaux, des Jeux Olympiques, etc. Okay. Donc voilà la vraie question. Donnez-nous les documents factuels qui démontrent que les 55 milliards sont superflus. Merci à vous, Célestin Djamène. Deuxième invité sur ce plateau, Amatoukour Gandhi représente le PCRN. Amatoukour, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les Camerounais, bonjour aux citoyens réconciliateurs au Cameroun et partout ailleurs dans le monde. Merci à vous de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau, sur cette question justement de Piccini. D'autres Camerounais estiment que les stades, la construction des stades, c'est pas rentable. C'est vraiment dépense. On pouvait même d'ailleurs prendre ces 55 milliards, les injecter dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Vraiment, c'est pas la priorité et que c'est du gaspillage. C'est votre avis?
Monsieur Bouba, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de profiter de cette tribune pour adresser mes condoléances à la famille du PCRN. Depuis le début du mois de février, nous traversons des moments très difficiles. Nous avons perdu notre coordonnateur du PCRN au Gabon. Moi, personnellement, j'ai perdu un ami d'enfance de l'autre côté de Mokolo, c'est-à-dire Abdul Fattah Arafat, un grand militant du PCRN, et notamment du côté du Gabon, c'est Bondo Nestor. Et par la même occasion, nous avons aussi notre député Biba François, qui a perdu également sa mère, qui sera inhumée le week-end prochain, et notre trésorière nationale, Aïcha Touinoua, qui a aussi également perdu sa mère. Tout ça, je profite de cette tribune pour, au nom du parti et à mon nom personnel, rendre mes condoléances les plus sincères à la famille éprouvée. Revenons donc à ce sujet concernant le groupe Piscini et les 55 milliards de plus. Le prédécesseur Célestin Jamel l'a dit tout à l'heure. C'est un contrat entre l'État du Cameroun et le groupe Piscini. C'est-à-dire le coût était évalué à 165 milliards. Clé en main, comme il a dit. Maintenant, est-ce que dans ce contrat, c'était prévu qu'il y aura aussi un rallongement budgétaire? On ne sait pas. Il faut que donc Piscini nous mette sur la table des documents pour que les Camerounais sachent également qu'effectivement, à ce niveau, nous demandons 55 milliards pour telle raison, qui ne figurait pas sur le contrat initial. Maintenant, c'est normal que les Camerounais s'intéressent et s'interrogent sur les 55 milliards. Pourquoi c'est important? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous évaluons un tout petit peu dans tous ces secteurs, nous avons contracté tellement de dettes. Je me rappelle une fois concernant les ordinateurs que le chef de l'État a offert aux étudiants camerounais, là où nous avons découvert la formule de 32 gigas peut donner 500 gigas, ça c'est du jamais vu, nous sommes restés tranquilles. Nous avons vu également ces ordinateurs qui se sont retrouvés pas entre les mains des étudiants, mais dans des boutiques. Et quand on nous explique comment ça s'est passé, on nous fait comprendre que c'est un prêt que l'État du Cameroun a pris auprès d'une banque chinoise. Mais ce qui m'écoeure dans cette affaire, c'est que nous sommes un pays, nous voulons être émergents, mais on ne fait que s'endetter. Moi, j'ai envie de poser la question à ceux qui nous suivent. Est-ce qu'avec des endettements, nous allons atteindre vraiment cette émergence? La réponse est tout de suite non, ce n'est pas possible. Et quand on nous octroie des crédits, quelles sont les conditions de remboursement? C'est échelonné comment? Ça, c'est une question importante. Parce que moi qui suis là, mes enfants vont grandir, mes petits-enfants vont venir, c'est eux qui vont payer cette dette. Nous ne pouvons pas. Et à chaque fois, il y a un silence complice du gouvernement qui ne veut pas nous expliquer les détails. Quand il s'agit de l'argent, eux, ils préfèrent ne rien dire. Mais en réalité, c'est scandaleux. Parce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on entend des termes chiffrés à des milliards qu'on ne voit pas de réalisation. Concernant le stade Piscini, on a parlé d'un complexe sportif d'Olembe, avec des hôtels, avec des salles de gymnase, avec des stades, des musées. C'est normal, le Cameroun, c'est une grande nation du football. Ailleurs, on reconnaît le Cameroun à travers son football. N'en parlons pas de la FECAFOOT. Restons même d'abord sur le stade Piscini. Moi, j'estime que nous attendons du gouvernement des explications détaillées, chiffrées, et sur même ce contrat avec Piscini, pour qu'on rajoute encore 55 milliards. Moi, je ne sais pas comment est-ce que l'État va se débrouiller pour payer cet argent. En tout cas, si c'est sur les frais, sur les contribuables camerounais, moi, je ne peux pas être d'accord. Il faut qu'on saisisse cette affaire et que j'interpelle déjà les députés à l'Assemblée nationale. En tout cas, les députés du PCRN vont le faire, ce qui est sûr. Il faut qu'on interroge l'État, parce que c'est leur rôle aussi de contrôler l'action gouvernementale. Donc, moi, je reste d'abord convaincu
une lumière doit être mise au fait par rapport à cette affaire. Merci Ama. Tout court, je précise que à votre suite, que jusqu'ici, sur les 168 milliards déjà consommés, McGill a consommé 55 milliards, tandis que Piccini est à 113 milliards. Précisant également que McGill n'est pas portugais, c'est canadien. Donc on a eu l'information finalement. Merci. On va suivre de près cette affaire qui fait mousser. Je rappelle que le Stade de France, construit en 96, pour la Coupe du Monde 98, a coûté 338 millions d'euros. En termes de CFA, ça donne combien? Ça donne environ 250 milliards. 250 milliards. 250, là c'est il le n'y stade. a pas de musée là-bas. C'est pas complexe. Donc je crois que les 55 milliards, ce n'est pas surfacturé. Voilà. Donc, en tout cas, ce que j'exige, c'est que McGill, en tout cas Piccini, nous fournissent les documents du contrat initial. C'est tout. Et je rappelle que les données de l'époque d'un cabinet américain évaluant les coûts de construction de ce complexe-là étaient à 268 millions d'euros. 280 millions. Donc plus de 200 milliards de francs CFA. Donc quand les gens parlent, quand les gens crient, il faut d'abord qu'ils exigent les éléments de base. D'accord. Mais c'est par rapport aux éléments de base, on se souvient également, hein, on a vu les prix des ciments exorbitants, les prix de camions de sable également. Je suis d'accord avec vous. Il y a aussi les mercuriales. Il y a aussi les mercuriales, il y a les normes. Quand même, on va dire que on avait les éléments. Bien sûr. Oui, on avait les éléments. C'était asphyxiant aussi. Les sujets sont voilà. Non, mais justement, parce qu'il ne faut pas faire comme si tout était rose. Cameroun n'est pas un paradis, non. Personne n'a dit ça ici. Dans un monde, donc voilà. Bon, merci. Merci sur cette question. On reste toujours avec l'actualité du football pour accueillir le communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le docteur Edouard Fauchivé. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba et bonjour à vos téléspectateurs qui nous suivent et en espérant que nous serons à la hauteur pour apporter notre contribution à ce débat citoyen. Alors, merci à vous. Le championnat Ligue 1 a été lancé, va être lancé aujourd'hui. Ligue 2, c'était d'hier. Quand on sait que il y a quelques jours, il y avait deux factions de la FECAFOOT qui se battaient, l'une basée à Fouda, l'autre à Tinga. On a comme l'impression qu'après l'appel du chef de l'État qui a demandé aux différentes factions de se ressaisir, c'était un appel qui a amené les différentes factions à se radicaliser. Est-ce qu'avec le lancement aujourd'hui et d'hier, on peut dire que finalement c'est un happy end ou alors c'est une situation malheureuse pour notre football et surtout l'image du Cameroun? Peut-être dit simple que enough is enough. Il faut à un moment donné s'arrêter. Et je crois que le président de la République, lors de l'adresse à la nation, concernant la fête de la jeunesse, a été clair. Et pour ne pas tirer de long en large, le TAX a annulé les élections que nous connaissons. Donc, je suis un peu partie prenante, puisque c'est mon petit frère qui est président, le prince Sédou. Et donc, mais le TAS, vous connaissez le principe du droit, je pense que Maître sera mieux placé pour nous expliquer. Le TAS a laissé une ouverture en demandant à la FIFA de se prononcer. Maintenant, se prononcer, je voyais moi une troisième normalisation, mais la FIFA a choisi de la continuité avec l'équipe Bobo Sédou. Et je pense que ce choix devrait montrer simplement donc aux deux factions que la FIFA, qui est l'organe aujourd'hui de la gestion de ce sport, a fait un choix simple et l'équipe de Sédou doit donc continuer en attendant la nouvelle équipe qui sera élue. Pour moi, et en tenant compte du discours du chef de l'État, je crois que c'est la fin. Et il faut donc accompagner l'équipe de Sédou d'abord pour les sportifs, pour les footballeurs. Nous venons d'engager un champ où nos valeureux sportifs ont montré qu'ils pouvaient, mais malheureusement, en cours de route, on a montré que ceci s'est démontré que le football ce n'est pas de l'amateurisme. On a compris tout de suite que les gens étaient fatigués. Donc il faut
il faut que les gars reprennent maintenant service. Et je crois que c'est ce qui est nécessaire. Les U20 viennent de terminer d'être éliminés en quart de finale. On est la seule équipe qui a pu faire du 100% avant. Et au quart de finale, éliminé toujours à cause donc de ce problème. Et les U17 vont entrer dans une semaine ou dans 2 semaines. Non, je crois qu'il faut qu'on ne voit pas les hommes. L'équipe Sédou a été choisie, donc on les accompagne. Et je comprends maintenant l'intérêt du ministre Atangadi, parce que si les deux factions s'affrontent au niveau des régions. Est-ce qu'il n'y a pas ingérence du gouvernement? Est-ce que le ministre Atangadi est dans son rôle quand on sait qu'il s'agit quand même du sport et on ne sait pas pourquoi le ministre de l'administration territoriale du ministre Atangadi, j'ai pensé effectivement comme vous. Et ben, je suis allé donc à la recherche d'informations pour comprendre. Et ben, il s'avère donc que le communiqué du ministre Atangadi vient après l'annonce du ministre du Sport, la tutelle, mettant à la disposition de la FECAFOOT les stades. Donc, nous avons vu donc le professeur Moïle-Kombi a mis suite maintenant à la note du secrétaire général de la présidence de la République et du secrétaire de la primature. Il a cité ces 2 notes pour dire je mets à la disposition donc de la FECAFOOT les stades pour le début ou pour le lancement donc du championnat. Et c'est pour ça donc que le ministre donc garant maintenant du principe de la sécurité intérieure a dit je ne veux pas qu'il y ait de troubles d'ordre public dans les régions. L'équipe qui doit donc organiser le championnat, c'est l'équipe de Bobo Sédou. Et il attire l'attention du gouverneur sur le fait que si, au niveau de votre circonscription administrative, il y a de bruit concernant l'organisation, donc le début du championnat, tenez-vous prêt parce que celui qui a ordre d'organiser, au vu de la note du ministre du Sport, c'est Bobo Sédou. Merci. 4e invité sur ce plateau, Signon Barissa Achou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Good morning. Bonjour. Good morning, Bouba. Good morning, Célestin. Good morning, Dr. Fauchevier. Good morning, Alain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille toujours par rapport à ce même sujet. Quelques jours après la sortie du ministre Atangadi à travers sa correspondance, l'autre faction, la faction qui estime avoir eu gain de cause devant le tribunal arbitral de sport, a saisi à travers ses avocats suisses, le TAS, qui à son tour a saisi également la Fédération camerounaise de football, parce qu'il y a 2 décisions rendues, une concernant le litige Fédération camerounaise de football, Ligue de football professionnel, et l'autre litige qui porte AS Menganga à la FECAFOOT, dont l'annulation bien sûr du processus électoral à la Fédération camerounaise de football, s'appuyant sur les statuts types de la FIFA, l'article 168 pour être tout à fait précis, sur l'application, le respect par les différentes parties des décisions du tribunal arbitral du sport. Eh bien, les Suisses, avocats pour la Ligue de football professionnel, estiment que la FECAFOOT ne respecte pas les décisions du TAS. Est-ce que pour vous, on est loin d'être sorti de l'auberge? C'est une autre bataille juridique qui recommence. Et puis, versant sur le dossier, la décision, la lettre d'Atangadi, pour eux, ils estiment que c'est une ingérence. Merci, Bouba. Si vous me permettez, avant d'arriver à votre question, à mon avis, il y a quelque chose qui reste encore à toucher sur l'autre sujet. Parce que j'ai vu que le chef de l'État a autorisé qu'on emprunte 55 milliards. Mais tous mes co-panélistes ont posé la question, est-ce que Piccini a donné, est-ce que le constructeur a rapporté les pièces? Moi, je vais poser la question de savoir, est-ce qu'avant d'ordonner qu'on aille prêter, on a présenté au chef d'État un audit duquel il ressort clairement comment l'argent a été utilisé? Parce que les 163 milliards,
C'est pour tous les... 168 milliards. 168 milliards. 168. C'est pour l'ensemble du complexe. Or, nous voyons le stade debout. Mais les autres éléments du complexe, on ne voit rien. Alors, comment expliquer donc que dans cette situation où on a mangé tout l'argent, alors que c'est une partie seulement de l'ouvrage qui est visible, on ajoute encore de l'argent sans savoir ce qui s'est passé avec l'autre partie qu'on ne voit pas. Donc, moi, je pense que c'est le moment d'exiger, n'est-ce pas, l'audit, qu'on nous dise où sont passés l'argent, et où est passé l'argent qui était destiné au reste du complexe. Parce que c'est dans les 168 qui sont déjà engloutis. Donc maintenant... Il y a un rajout encore. Le rajout là, devait être... En fait, le rajout ne devait même pas venir. Avec les 168, on devait déjà voir tout le complexe sur place. Donc moi, je veux savoir où est passé l'argent destiné à construire les hôtels, les piscines, les stades annexes et tout ça. C'est où? D'accord, sur ce côté-là. Maintenant, merci, Barista. du côté maintenant de la FECAFOOT, je pense que la saisine du TAS n'est pas suspensif, n'est-ce pas, de l'exécution des autres décisions qui sont définitives. Donc, le TAS, comme l'a dit le représentant, le docteur Fouchivé, le TAS a rendu une décision annulant, n'est-ce pas, l'élection de Seydou Mboumoudjia et a laissé à la FIFA la possibilité, n'est-ce pas, de dire qui va continuer. La FIFA a dit, ok, l'équipe Mboumoudjia va continuer jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. À mon avis, entre une décision de la FIFA et une décision interne de la FECAFOOT qui décide d'organiser une assemblée, qu'est-ce qui doit prévaloir? C'est la décision de la FIFA. Donc, c'est normal donc, que Seydou Mboumoudjia soit autorisé à continuer, n'est-ce pas, jusqu'aux élections prochaines. Ceux qui ont saisi, qui ont introduit de nouveaux recours, qu'ils attendent donc, n'est-ce pas, ce que le TAS va dire sur ces recours-là. Mais en attendant, je pense que l'équipe Mboumoudjia doit gérer le football camerounais. Et le championnat doit démarrer. Et le championnat doit démarrer, n'est-ce pas, conformément à ce vœu de la FIFA. Maintenant, l'intervention de M. Atanganji a été très brillamment exposée par Dr Fouchivé, parce que moi-même je croyais que c'était quelqu'un qui n'était pas dans son rôle, mais non, il est dans son rôle, parce qu'il est dans son rôle. C'est le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui gère les endroits ou les sites où se trouvent les stades. Et il ne veut pas qu'il y ait trouble à l'ordre public dans ce site. Bon, il est dans son rôle. Je pense que c'est tout à fait normal. Il ne s'ingère pas dans la gestion de la FECAFOOT. Non. Il a seulement dit c'est l'équipe Seydou. Voilà, il a dit FIFA a reconnu l'équipe Seydou. Nous accompagnons le football et nous demandons que l'ordre public soit garanti, n'est-ce pas, dans ces stades. Alors, il ne faut pas confondre sur les deux dossiers parce qu'il y a deux sentences. L'une qui concerne l'affaire Ligue de football professionnel du Cameroun et la Fédération camerounaise de football, et l'autre AS Menganga, la Fédération camerounaise de football. Mais sur le plan de l'organisation ou non du championnat, eh bien, le TAS a bel et bien donné raison à la Ligue de football professionnel du Cameroun, avec l'exéquature également obtenue par le général Pierre Sémégué. Comment comprendre que c'est malgré ces décisions de justice qu'on ne puisse pas les appliquer? Est-ce que le Cameroun est un état de non-droit où chacun fait ce qu'il veut? C'est sur deux dossiers. Hein. Là, il y a problème. C'est vrai, M. Bouba. C'est vrai qu'il y a ce conflit entre la Ligue professionnelle et la FECAFOOT. Bon, parce que la FECAFOOT, à un certain moment, voulait gérer la Ligue. Donc maintenant, le TAS a mis de l'ordre et il appartient, même si la FIFA a dit que l'équipe Mboumoudjia continue la FECAFOOT jusqu'aux élections, mais qui organise le championnat? Ce n'est pas la FECAFOOT. Non, ce n'est pas la FECAFOOT. C'est la Ligue professionnelle. C'est la Ligue, mais là, dans le cas donc la Ligue devrait organiser le championnat. Voilà, selon la décision, mais sur le terrain, c'est malheureusement pas le cas. Merci, cher monsieur. On va de la FIFA qui réhabilite la FECAFOOT dans l'organisation du championnat. C'est de ça qu'on parle. Non, c'est tout récent. Il faut pas. S'il vous plaît, il faut pas faire d'amalgame. Il y a deux championnats. Il y a
deux décisions. Il y a deux décisions. Voilà. Je dis, il y a une décision qui permet à l'équipe de Bombo Dioya, selon la FIFA, de continuer de gérer jusqu'à l'organisation, revoir également. Mais le championnat, ce n'est pas autre chose. Voilà. Renseignez-vous. On peut comprendre que on Mais peut c'est parce parler. que nous-mêmes, les Camerounais, Non, nous ne le sommes pas TAS a clairs. été clair, c'est la Ligue professionnelle qui doit gérer. Le TAS a été clair là-dessus, mais Bien sûr. Qui organise le championnat. sur cette décision. Dans et tous même, les cas, il faut que le championnat redémarre pour que les équipes camerounaises soient compétitives au niveau de l'échiquier international. Voilà. on retient tout de même que le championnat a démarré Voilà. hier. Voilà. Il va se poursuivre aujourd'hui, mais il n'est pas organisé par la Ligue. Par la Ligue. Il est Voilà. organisé, mais selon les décisions de justice, c'est la Ligue qui devrait organiser, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'il faut voir les derniers communiqués de la FIFA. Pour le reste, nous sommes bien affûtés, bien aguerris sur cette question. Nous parlons avec autorité de ce dossier que nous maîtrisons de fond en comble. Merci à vous. Mais je vous invite maintenant à suivre cet élément qui concerne bien sûr le jour de triomphe de la 38e cuvée de l'école militaire inter-armes, arrivée en fin de formation. Ils ont donc reçu les épaulettes au cours d'une cérémonie présidée à la cour d'honneur de l'EMIA par le chef d'état-major des armées du Cameroun et non par le chef de l'État pour la première fois, qui n'a pas pu présider cette cérémonie. Et donc la sortie des officiers, donc la promotion est baptisée Paix et Unity. Delphine Fonkou-Téné et Serge Alain Zébou nous livrent ce reportage. Au pas bloqué, réglé comme sur du papier à musique et au rythme de cette mélodie jouée par la musique principale des armées, la 38e promotion de l'école militaire interarmée fait ici son entrée dans la cour d'honneur. Jour de gloire pour cette cuvée baptisée Paix et Unité. Le major de la promotion qui reçoit ses épaulettes des mains du général René-Claude Meka, chef d'état-major des armées du Cameroun, est bien conscient du contexte dans lequel ses camarades et lui triomphent. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte sanitaire avec le Covid-19, avec le contexte de sécurité qu'il y a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais nous sommes prêts. Ils sont au total 311 officiers, arrivés en fin de formation ce 26 février. Un effectif supérieur à celui de la 37e promotion. Parmi eux, des expatriés venus de Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, RCA, Gabon et Congo. Sur le plan de la formation, ces militaires sont particuliers. Dès leur incorporation, ils ont fait 10 mois à Tchabal, coupés du reste du monde pratiquement. Ils sont aussi la première promotion qui a suivi un module spécial qui portait sur la cybercriminalité. Le chef des armées, bien qu'absent en raison de la pandémie actuelle de Covid-19, félicite à travers une lettre ces jeunes soldats, non sans faire des prescriptions. En toutes circonstances, et face aux inévitables rigueurs et épreuves de la vie militaire, vous devez toujours servir le pays avec honneur et fidélité. Désormais engagés sur le front de la défense des institutions de la République, ces derniers doivent garder à cœur ce conseil d'aînés. Il faut qu'ils se mettent à la tâche. Se mettre à la tâche, c'est affronter la difficulté, affronter les pesanteurs, affronter les ennemis visibles et invisibles pour pouvoir remplir la mission de protection du pays. Le pays sait pouvoir compter sur ces braves hommes et femmes qui, le temps du défilé militaire, mettent en exergue autorité, vivacité et dynamisme. Le sujet a meublé les unes des journaux parus ce matin. Le quotidien Émergence annonce que le Cameroun va recevoir 100 000 doses de vaccins. La République Presse, qui paraît également tous les jours, signale plutôt de son côté que le bon vaccin est en examen. Les deux versions font grand bruit au sein de l'opinion. Mais qu'en est-il exactement? Pour en avoir le cœur net, nous nous rapprochons du ministère de la Santé publique. Une source très proche du chef de ce département nous informe off the record.
Voilà, retour sur ce plateau avec cet élément de Karel Mezatia qui s'est glissé sur le menu. On revient sur le plateau pour aborder la première thématique qui concerne le NOZO, avec cette pétition des députés camerounais qui ont donc saisi le Parlement américain, 63 au total, pour demander que les parlementaires américains essayent de faire le forcing à leur niveau pour permettre également aux Camerounais concernés par la crise, ceux qui alimentent la crise dans le NOZO, d'être rapatriés au Cameroun. C'est une situation qui divise les parlementaires camerounais, ils ne sont pas tous unanimes sur cette question. Vous, comment est-ce que vous avez accueilli cela cette semaine, Signor Barista Achou? Disons que je suis concerné, ahuri, abasourdi et même déboussolé à la lecture de cette lettre qu'on présente comme l'œuvre de nos députés. Parce que pour moi, je ne comprends pas que ceux qui sont censés être les représentants du peuple se livrent à ce genre d'exercice sans beaucoup réfléchir. À l'entame de l'émission, vous avez parlé des députés américains qui ont écrit au Cameroun. Je pense que c'était un lapsus. Ils ont écrit au président américain. Président américain. Ils ont écrit au président américain. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est une affaire interne américaine. Les députés, sénateurs et congressmen qui ont écrit au président américain après que le Sénat américain ait passé un acte, la résolution 684 sur le Cameroun. Donc c'est à la suite de ça, parce qu'ils se sont intéressés au Cameroun, à partir de là, à la suite de ça, ils ont demandé à leur président de suspendre les déportations, les rapatriements des Camerounais. Alors comment est-ce un groupe américain demande à leur président de ne pas rapatrier les Camerounais? Le président de la République du Cameroun demande aux Camerounais de la diaspora de participer à l'évolution, à l'éclosion de l'économie du Cameroun. Et nos députés trouvent que non, Américains, rapatrier plutôt les Camerounais. Rapatrier nos enfants parce que la manière dont vous avez parlé à votre président a dénigré notre nation. Vraiment, c'est terrible. Quel est l'intérêt de ces députés à voir les enfants, nos enfants, qui sont partis à l'étranger, après que les familles aient, pour certains, emprunté, pour d'autres, vendu des plantations, pour d'autres encore, vendu des maisons. C'est d'énormes sacrifices consentis pour que ces enfants quittent. Alors, nos députés trouvent que c'est mieux qu'on les rapatrie, parce qu'ils estiment que les Américains n'ont pas bien parlé du Cameroun à leur président. Ça dépend de quel Camerounais. Voilà. Donc, pour moi, je ne sais pas de quoi ces députés se mêlent. Parce que quand je regarde le fond, en lisant la résolution 684, je considère que c'est un fleuve. Et pourquoi? C'est un fleuve. Parce que ce qui est dit dans cette résolution, par rapport à ce qui est dit dans la lettre des députés au président, la lettre ne contient rien. Donc, les députés camerounais qui n'ont rien dit lorsque cette résolution est sortie, préfèrent se plaindre du ruisseau. Ils ont laissé le fleuve pour se plaindre du ruisseau. Parce que la lettre là ne dit absolument rien, puisque cette résolution 684 là est allée même jusqu'à prévoir des sanctions, à demander qu'on arrête les gens pour les amener. Les amener. Non, je pense que ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ont mieux à faire. Non, c'est très sérieux. C'est son point de vue. Ils ne sont pas sérieux. Ils ont mieux à faire. Il fallait faire la part des choses. Le président de la République a reconnu l'importance, n'est-ce pas, l'apport important de la diaspora et a demandé que la diaspora participe.
Donc, ces enfants qui partent sont des postulants, n'est-ce pas, à ces diasporas. Vous ne pouvez pas demander à un autre pays qui est en train de vouloir préparer un avenir pour ces enfants-là. Vous ne pouvez pas leur demander de rapatrier ces enfants et vous estimez, n'est-ce pas, que ça là, c'est protéger les intérêts du Cameroun. Edouard Fauchivé, il ne faut pas faire dans l'amalgame, tout en précisant que cette demande est précise, elle concerne plus les Camerounais qui excellent dans le financement de tout ce qui se passe dans le Nozo. Mais c'est pour ça que je suis très étonné de suivre Barista. Il ne s'agit pas de Camerounais comme vous et moi. Si c'était des Camerounais comme vous et moi en situation irrégulière aux États-Unis, je serais la première personne à marcher. Il s'agit... C'est mentionné. Let me continue. Il s'agit des Camerounais dont on a pu les localiser comme des financiers. Ça, c'est important et c'est ce que le présentateur est en train de nous faire comprendre. Financiers de la problématique du Nozo. Ça veut dire que non seulement ils sont couverts par certaines forces occultes aux États-Unis, informelles, et l'idée aujourd'hui, dans le cadre de la coopération internationale, signée au niveau de l'ONU, c'est de pouvoir rapatrier ceux qui sont normalement indiqués comme des financiers, donc, de ce genre de mouvement, dont les États-Unis combattent avec la dernière énergie. Et c'est pour ça, donc, que les députés, les sénateurs, ceux qui sont les 44 qui signent, qui demandent au président Biden de ne pas les faire revenir, sont ceux-là qui ont, et il faut le dire à haute voix, ceux-là qui ont un regard favorable pour la déstabilisation de notre pays. Et ceux-là, donc, ces sénateurs américains ont quelque chose à rechercher au niveau du Cameroun. Et ce qui tombe bien, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est vous qui deviez parler comme moi, parce que vous êtes très concernés par la problématique aujourd'hui du déséquilibre qui se passe dans le Nozo et dont Bakassi est le vecteur américain, le vecteur recherché par les Américains. La problématique de l'économie maritime. Bakassi reste aujourd'hui un endroit recherché par les Américains pour leur équilibre militaire. Et donc, nous pensons que les 62 députés camerounais qui se sont levés ont raison de dire non à l'ingérence. Parce que qu'il soit carrément que les sénateurs américains disent exactement ce qu'ils veulent de notre pays. Il vous souvient, M. Bouba, qu'il y a presque un an, le gouverneur du Cross River, de l'autre côté du Nigeria, a déclaré à Mondovision que il semblerait qu'il devait être candidat, qu'il sera candidat pour les prochaines élections nigériennes, que s'il est élu président du Nigeria, la première des choses à faire, c'est de ramener Bakassi au niveau du Nigeria. C'est sorti dans Mondovision. Oh, qui est derrière ce gouverneur? Ce sont les Américains. Et il faut le dire aujourd'hui. Donc si les autres pays, surtout les États-Unis, pensent que la problématique du Nozo aujourd'hui, le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce problème ne trouvera pas solution à cause de Bakassi et que c'était responsable politique du Cameroun, il faut le dire. On fait des voyages aux États-Unis, rencontrer ces sénateurs dans le cadre de tendre la main parce qu'à un moment donné, ils étaient au devant de la scène politique pour le problème de Bakassi. Il faut le dire. Donc ceux-là qui se cachent aujourd'hui ici et qui veulent brader le Cameroun, nous disons à haute voix, non, que ceux qui financent aujourd'hui le terrorisme au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest soient rapatriés ici pour répondre. Est-ce qu'on peut dire que cette initiative des parlementaires camerounais est salutaire au vu de la situation, de l'enlisement sur le théâtre des hostilités, notamment dans le Nozo, s'il est identifié que ces personnes qu'on demande à être rapatriées sont vraiment des commanditaires, est-ce qu'on peut saluer ce genre d'initiative? Bien. Maintenant, il peut se poser la question des preuves du statut ou de la nature des personnes qui sont l'objet de rapatriement au Cameroun. S'agit-il des vrais financiers du terrorisme sécessionniste? S'agit-il simplement de Camerounais en situation irrégulière? Tout à l'heure, quand j'écoutais
mon ami Barry Achou, j'avais tendance d'être d'accord avec lui si le prisme choisi était celui des Camerounais en situation irrégulière. C'est le Camerounais normal. C'est ça. Mais il se trouve que nous avons l'obligation de faire une lecture politique. Voilà. On sait très bien qu'il y a des financiers tapis dans la diaspora, pas seulement nord-américaine, mais également européenne, qui financent les terroristes, les grands bandits qui sévissent dans le Nozo. Voilà. Tout le monde le sait. Et quand ceci est établi, ce que je pense être fait à 90%, c'est démontré, on a vu les images vidéo, où certains propagandistes ambazoniens dans la diaspora camerounaise d'Europe menaçaient Laurent Esso. Oui. On l'a vu en direct il y a de cela 2 ans, 2 ans et demi. Tout à fait. On a vu d'autres vidéos où les gens marchaient sur le drapeau camerounais, ce qui est une abomination. Je peux être contre un gouvernement, le gouvernement de mon pays, critiquer ce gouvernement, mais en aucune manière on a le droit de marcher sur un drapeau national. Et brûler. Parce que le drapeau nous dépasse, dépasse notre petite existence dans ce pays. Le Cameroun demeurera, et le drapeau, le Cameroun demeurera, et le gouvernement passeront. Maintenant, ce que je veux dire, le Cameroun est un pays d'Afrique centrale, le plus grand, tapis au fond du golfe de Guinée. Tout à fait. Donc c'est donc un pays extrêmement important. Les Chinois viennent lorgner, les Russes, les Turcs, les Français, depuis des lustres évidemment, et maintenant les Américains. Les Américains savent très bien l'enjeu stratégique du Cameroun. Pas seulement sur le plan des ressources minières, sur le plan halieutique, sur le plan des gisements et tout et tout. Donc il est évident que en sous-marin, ils soutiennent ces ambazoniens qui prétendent diviser le Cameroun pour les livrer aux Américains. Parce qu'ils ne font jamais rien sans rien. Ah oui. Si vous aidez à prendre une partie du Cameroun, ils vont vous contrôler. Ils vous contrôlent. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a 180 députés au Cameroun, ou à l'Assemblée nationale du Cameroun. Seuls 62 députés ont signé cette dénonciation de l'ingérence américaine dans les affaires intérieures du Cameroun. Je m'étonne qu'il y ait seulement 62 députés camerounais. Ouais. Où sont passés les 118 autres? Ils doivent être interrogés. C'est une question de patriotisme. Joshua aussi et les autres ont parfaitement raison d'exprimer ce patriotisme national. Nous, le Parlement américain n'est pas le Parlement de l'ONU. Nous, on a adhéré à l'ONU, on n'a pas adhéré au Parlement américain. Les congressmen, le Congrès américain, c'est le Sénat et c'est le Congrès, le Parlement américain. Il y a 535 membres au Congrès américain et 222 au Sénat, Chambre des représentants. Ça fait donc plus de 700, plus de 800 membres du Parlement américain. Seuls 44 se sont permis de jeter l'opprobre sur le Cameroun. Je refuse radicalement l'immixtion de quelques éléments égarés du Parlement américain sur les affaires intérieures du Cameroun. Ils l'ont fait en Libye. Moi, je suis convaincu que les Africains doivent arrêter de se faire berner. Depuis 500 ans, les Blancs pensent que l'homme noir n'est capable de rien, même pas de régler ses propres conflits. Quel intérêt aurez-vous si on renversait Paul Biya et les institutions grâce à l'Amérique? Quelle fierté en tirez-vous? Si vous êtes incapable de vous opposer au président Biya, mais déjà, vous n'allez pas vous adosser sur les Américains. Vous n'allez pas demander l'aide extérieure. Ça, c'est un comportement de poule mouillée. C'est un comportement décervelé. Je regarde de le dire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, les Américains, ils ont demandé l'extradition de Julian Assange. Parce qu'il a osé dénoncer la barbarie américaine en Afghanistan, en Irak. 150 000 civils irakiens tués par les Américains. Guantanamo, c'est ce pays des Yankees qui ose nous donner des leçons parce qu'ils visent le Bakassi. Il faut arrêter avec ça. Je crois qu'il faut encourager d'autres députés camerounais à dénoncer le paternalisme ancestral des Yankees. Nous refusons de manière systématique et radicale toute immixtion de l'Amérique dans les affaires intérieures du Cameroun. Et j'encourage ces 62 députés à faire encore de lobbying afin que tout le Parlement camerounais puisse faire la même chose et dire non à Joe Biden. On ne veut pas de l'Amérique dans nos affaires intérieures. L'Amérique, ce n'est pas l'ONU.
Qu'est-ce qui peut justifier cette division? Parce qu'on se serait attendu à ce que la quasi-totalité des députés, ils sont une centaine au total, mais seulement 62 ont pris cette initiative. Et sur les 62, on voit bien que leurs collègues, sans se cacher, leur tirent dessus. Comment comprendre cette façon? Oui, M. Bouba, j'ai suivi les différents panélistes à ce sujet. Tout d'abord, il faut, concernant ce sujet, c'est-à-dire le rapatriement des Camerounais de la diaspora, il faut d'abord, c'est une approche nouvelle, mais il y a un problème de fond dans cette affaire. Parce que, voyez-vous, tant que nous n'arrivons pas à dissocier les vrais Camerounais de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont en situation régulière et ceux qui sont en situation irrégulière, et maintenant identifier, c'est-à-dire que ceux qui sont à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada, alimentent, c'est-à-dire ils sont des donneurs d'ordre, c'est-à-dire ils donnent des instructions à ceux qui sont sur place à aller commettre des exactions et pour que ça retombe sur le gouvernement camerounais. Et financent la partition du Cameroun. Et ça, eux, ils financent donc à partir de l'extérieur. Ceci, ça ne peut pas continuer ainsi. Au départ, c'est-à-dire, nous sommes tous des patriotes. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre un patriote et celui qui veut incendier un pays, un sécessionniste, en fait. Maintenant, je finis de dire ceci. J'ai envie d'expliquer aux Camerounais que si 66 députés 62 du Parlement camerounais ont saisi les États-Unis, j'ai l'impression que dans cette affaire, il y a beaucoup de choses qui sont touffues. La première question qu'on doit se poser, pourquoi seulement ces 66 sur 180? Et le rôle des députés à l'Assemblée nationale, c'est de contrôler les actions gouvernementales. Cette crise dure depuis déjà plus de 5 ans. Moi qui suis sur ce plateau, je suis originaire du Grand Nord et je sais ce que c'est la guerre. Boko Haram, je peux vous détailler ça jusqu'à demain matin. Ceux qui alimentent cette crise à partir de l'extérieur, je dis bien, on doit les faire rapatrier. Il n'y a rien à faire. Mais maintenant, pour les rapatrier, il faut qu'on s'assure également qu'il y a eu des éléments qui les accablent. Parce que dans cette foulée, on connaît très bien la réaction des Camerounais. Beaucoup vont profiter pour régler des comptes. Et là, je dis non. Chez nous, au PCRN, honnêtement, nous n'en sommes plus à notre première sortie ou deuxième sortie. Nous avons, c'est-à-dire démontré, nous avons interpellé également le gouvernement par rapport à cette crise qui dure aujourd'hui, qui secoue le pays, ça fait plus de 5 ans. Mais à qui profite-t-il exactement cette guerre? En personne. Maintenant, si on voit, c'est-à-dire la façon dont les Américains veulent se saisir de l'affaire, parce qu'ils ont d'intérêt. Il y a des intérêts juteux là-dedans. Et moi, je dis, il est hors de question que les compatriotes sont à l'étranger. On peut aider son pays à partir de l'étranger. On peut faire des levées de fonds pour aider pour une cause humanitaire, pour aider sur l'éducation, sur la santé, ainsi de suite. Mais si c'est pour financer le terrorisme, nous n'en voulons pas. Et ça, si le gouvernement dispose de ces éléments qui accablent donc certains de nos compatriotes de la diaspora, parce que ne l'oublions pas, tout à l'heure, Dr Fauchibé a dit, le chef de l'État a interpellé lors de son discours du 10 février, en interpellant donc les jeunes, et au même titre que ceux de la diaspora, à venir investir au pays. Oui. Si c'est dans ce cadre, nous ne voulons pas de ces compatriotes qui veulent donc déstabiliser le Cameroun à partir de l'extérieur. Nous voulons une diaspora de vision, une diaspora participative. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, quand on voit cette crise, l'allure ou la tangente qu'a pris cette crise, honnêtement, il faut qu'on arrête de diaboliser en quelque sorte cette affaire. C'est une affaire à prendre très au sérieux. Alors, il y a des Camerounais de la diaspora qui nous regardent en direct de Freiburg, en Allemagne, qui notamment Patrick Camille, Raoul, qui nous disent que de vous saluer, de saluer surtout votre esprit républicain. La République. Je voudrais profiter de 2 secondes pour dire que dans cette affaire de la correspondance des députés camerounais au président américain, il y a une affaire dans l'affaire. Il y a 2 partis politiques qui essaient de faire parler un peu d'eux, le PCRN avec l'honorable Nouran et le SDF
avec Nietzsche et Monsieur aussi. L'intérêt national du Cameroun, les grands intérêts du Cameroun, ne peuvent pas être noyés par les batailles de succession, de leadership dans différentes parties du Cameroun. La bataille de succession au SDF entre M. Nietzsche et M. aussi doit cesser tant qu'il se pose la question de l'intérêt national camerounais. Nietzsche veut la tête du SDF, mais qui se croit obligé de tirer sur le Joshua aussi. Joshua aussi a posé un acte extrêmement patriotique. Le fait de reconnaître, et ça personne ne peut le discuter, qu'il y a une crise grave au Cameroun qui est le Nozo, n'empêche pas Oshi de dénoncer l'immixtion américaine dans les affaires intérieures. Donc je salue l'acte posé à titre personnel par Joshua aussi, et je dis à Nietzsche et à Nouran, je vous parle droit dans les yeux, de cesser cette fourberie. En vérité, il s'agit d'une fourberie. Chacun veut, dans son parti respectif, gagner le leadership. Mais l'intérêt supérieur du Cameroun commande qu'on respecte la souveraineté de l'État du Cameroun. Barrister Achou, vous voyez la chose autrement et vous êtes certainement du côté de ceux qui pensent que lorsque le député Urbain avait posé ce problème à l'Assemblée nationale, ça a laissé indifférence, même parlementaire. Comment comprendre aujourd'hui ce retournement de situation? Monsieur Bouba, je ne sais pas de quoi nous parlons ici. Parce que quand j'écoute l'intervention de mes co-panélistes, je me demande si nous sommes là sur ce même sujet-là. S'il vous plaît, avec votre permission, regardons la lettre des sénateurs américains. Parce qu'il y a amalgame. Les sénateurs américains écrivent à leur président de ne pas rapatrier les Camerounais asylum seekers. On tourne, on dit les financiers du terrorisme. Pardon, écoutez. Voici la lettre, s'il vous plaît. Voici la lettre. Avec votre permission. J'ai lu seulement un paragraphe. We write to you today to request that you issue a chèque. Ça, c'est la lettre du 17 février. Oui. Des parlementaires. Les Américains demandent à leur président de ne pas rapatrier les Camerounais qui demandent l'asile. Vous ne voulez pas que spécifie terroriste ou bien les ceux qui financent le terrorisme au Cameroun? Les enfants qui viennent d'arriver, s'il vous plaît. La plupart sont encore à la frontière. Je ne comprends pas. Ils sont encore dans des maisons d'asile. Ils ne sont pas encore installés en Amérique. Il y a amalgame. Les députés ont déplacé le débat. Les députés camerounais ont déplacé le débat. Pendant que ces Américains parlent des Camerounais qui viennent d'arriver, qui demandent l'entrée en Amérique, qui sont dans des maisons d'asile. Et les immigrés mexicains qu'on rapatrie tous les jours. Par dizaines tous les jours. S'il vous plaît, lisez la lettre. Alors, par quelle alchimie est-ce qu'on a pu identifier cela comme... Voilà. S'il vous plaît, je vais vous expliquer. Lorsque ces enfants arrivent, on ne les laisse pas entrer dans les villes. On les rassemble dans des centres. Ils passent en jugement. Si votre dossier n'est pas bon, on vous rapatrie. C'est comme ça. Il s'agit de ceux-là. Donc, voilà ceux pour lesquels... Je vous rappelle qu'il y a une première vague qui est arrivée sous Donald Trump. Il y a une première vague de 88 qui est arrivée ici. Donc, quand Biden arrive, les Camerounais qui sont là-bas ont touché les membres du gouvernement américain pour empêcher que ces enfants soient rapatriés. Et c'est comme ça que les congressmen ont écrit à leur président pour dire ce n'est pas bien de rapatrier ces enfants parce que le Cameroun a des crises multiples. Au nord, Boko Haram. À l'est, dans le nord et au sud-ouest. Alors, je ne sais pas. Où est-ce que vous avez vu le financement du terrorisme dans la lettre des Américains à leur président? Ça va se dire comme ça. Oh non, s'il vous plaît. Restez dans le contexte de la lettre. Barrister, avec tout le respect que j'ai pour vous, ne soyons pas assez naïfs pour penser que 44 parlementaires américains vont venir défendre l'intérêt des Camerounais, n'est-ce pas, à ne pas être rapatriés au Cameroun. Attends, il y a des réfugiés, des exilés, des immigrants mexicains, tous les jours qu'on rapatrie. Avec l'encouragement des sénateurs américains, tous
tous les jours. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas écrire dans une lettre, effectivement, ce sont des terroristes qu'il ne faut pas rapatrier. Vous pensez bien. Vous vous bornez sur une lecture littérale du texte, etc. Moi, je vous dis, on sait très bien qu'il y a des financiers de la sécession, de l'ambazonie, qui sont tapis aux États-Unis et en Europe occidentale. Mais c'est ce qui est caché, Barista. C'est le cas de ces gens-là. C'est le cas. Moi aussi, je peux me borner sur une lettre et puis raconter que voilà, il s'agit d'une dénonciation régulière des parlementaires américains. Non, ce n'est pas ça du tout. Et il s'agit des gens qui ont fait l'objet de suspicions graves de financement du terrorisme au Cameroun, tout simplement. Je peux continuer, M. Bouba? Pour terminer, justement, pour votre principal. Bon, je pense que ce n'est pas bon de faire de l'amalgame. Parce que les députés camerounais ont profité de cette lettre pour demander à l'Amérique de rapatrier les Camerounais qui sont les commanditaires, n'est-ce pas, des ordres de Villemot et autres, n'est-ce pas, dans le nord-ouest. Et ce n'est pas une bonne chose? Terminez, allez-y. Ils ont demandé que l'Amérique rapatrie ceux-là. Alors que les sénateurs ne parlent pas de cela, ils parlent de ceux qui sont aux portes de l'Amérique, qui demandent à entrer en Amérique, et que le gouvernement américain, après jugement, a demandé qu'on rapatrie. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ou subordorer que les parlementaires camerounais ont saisi cette opportunité? Je veux répondre. À la suite de cette lettre au président américain, je veux répondre. Pour dire également que, écoutez, dans votre pays, il y a des donneurs d'ordre qui foutent le bordel sur place. Je vais vous répondre, M. Bouba. Je vais vous répondre en vous disant ceci. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun dit cela. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun demande. Le cabinet Salaï a été saisi par le gouvernement, par les Camerounais, pour demander que ceux qui sont concernés par la lettre des députés camerounais soient rapatriés. Ils ont été amenés devant les tribunaux. Je connais au moins 10 dossiers qui ont été traités par les tribunaux américains. Et on les a déboutés. Les Américains ont dit, premièrement, si ces personnes ont commis une infraction, ils seront jugés en Amérique, sous la loi américaine, pour les infractions commises en Amérique. Et pour le moment, l'Amérique a dit, ces personnes, vous devez prouver qu'ils sont des terroristes. Or, pour le moment, nous voyons que ce sont des nationalistes. Ce sont des freedom fighters. Ils ne sont pas terroristes. Ça, c'est des jugements. Le piège. Voilà. Non, vous parlez de freedom fighters. Ce n'est pas Achou qui qualifie. Je vous dis, il y a eu au moins 10 jugements. Et vous pleurez tous les jours. Et pour quelle cause? Et vous pleurez tous les jours. 10 jugements en Amérique. Quelle est la cause pour laquelle ils se battent? Vous me demandez, c'est moi qui ai rendu la décision. Mais c'est pour la scission du Cameroun. Est-ce que la sécession est une cause? J'ai dit donc. Est-ce que la sécession est une cause? La sécession n'est pas une option admissible au Cameroun. C'est pas possible. On ne peut pas dire freedom fighters pour les gens qui veulent la partition. Mais allez dire ça aux Américains. Non, je le dis. Je n'ai rien à faire. Parce que les Américains ont intérêt aujourd'hui à voir le Cameroun se diviser. S'il vous plaît, moi je vous pose la question à vous, Edouard Fauchivet. Quel est l'intérêt des parlementaires camerounais à voir des Camerounais qui fuient les exactions de la guerre, que ce soit Boko Haram, que ce soit Onozo, une fois rendus aux États-Unis, à se faire rapatrier? C'est justement ce que je ne comprends pas, comment les députés camerounais peuvent demander de rapatrier des citoyens camerounais qui n'ont absolument rien à voir avec le terrorisme et qui veulent seulement entrer dans le terrorisme. C'est pour ça donc qu'il faut faire la vraie lecture. Voilà. La vraie lecture est celle que M. N'Djamène et moi nous disons. Pas derrière cette histoire, si on peut... Et tous les jours, voilà bientôt 5 ans, nous parlons tous les jours du problème de Nozo. Nous connaissons même les noms de ceux qui sont dans le cadre du financement, n'est-ce pas, de cette histoire, accompagnés par des forces, n'est-ce pas, j'ai dit, des personnes cachées au niveau des États-Unis, dont l'intérêt serait aujourd'hui de voir la division du Cameroun pour profiter de l'économie maritime que constitue Bakassi. Ce qui me gêne, c'est ici, Barista, c'est que vous connaissez parfaitement cet enjeu des grands équilibres et que Bakassi représente aujourd'hui pour les Américains. Je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas de votre bouche. Vous deviez au moins le dire ici pour que les Camerounais... Ce n'est pas le cas ici. Non, ce n'est pas le cas. Suivez donc mon raisonnement. Ici, c'est les enfants qui veulent aller en Amérique. Nous sommes d'accord. On les a jugés, on veut les rapatrier. Nous sommes d'accord avec vous. Mais nous disons maintenant... Ne faites pas la Suivez-moi bien. Nous disons maintenant, OK pour ce que vous venez de dire. Mais en réalité, on connaît aujourd'hui
pourquoi le déséquilibre dans le Nozo. C'est l'histoire de Bakassi. Dites-le comme je le dis avec Babé, avec N'Djamé. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis, cette division profite à qui? Ça va profiter aux Américains parce que eux, ils veulent livrer Bakassi aux mains des Américains pour cet équilibre militaire. Je n'arrive pas à comprendre comment vous ne comprenez pas. Alors, on sort par là, Ama, tout court. On parle d'environ sur les 180 députés, 62 qui signent seulement la pétition. On a comme le sentiment que le PCRN, qui a également des représentants à l'Assemblée, est divisé sur cette question, ne partage pas également l'initiative des autres parlementaires. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude? Non, M. Bouba, ce que moi je peux déjà vous dire sur ce plateau, c'est que en écoutant mes copanélistes, c'est comme si nous sommes un tout petit peu dans un débat de quartier. Or, ce n'est pas un débat de quartier. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il s'agit vraiment du Cameroun. Et quand il s'agit du Cameroun, posons le problème. Essayons d'apporter des esquisses de solutions. Maître Barista Achou a évoqué tout à l'heure, au fait, en l'écoutant, il y a deux problèmes qu'on peut identifier. Il y a ceux qui demandent l'asile aux États-Unis, c'est-à-dire qui veulent peut-être avoir des cartes de séjour ou bien des situations régulières. Ça, c'est autre chose. Maintenant, nous, ce que nous disons là, sur ce plateau, c'est ceux qui sont aux États-Unis. Ils ne sont pas concernés par ça. Non, attendez, maître. Je suis en train de répondre. Vous n'êtes pas un homme politique. Maître, je suis en train de répondre. Vous êtes un homme politique. Effectivement. Maintenant, vous êtes un homme politique. Maintenant, donc, s'il y a des Camerounais vivant sur le sol américain qui donnent des ordres, qui financent en mots clairs la diviser guerre le Cameroun, au Cameroun, il faut, même le gouvernement américain ne peut pas accepter ces genres de citoyens étant chez eux. Voilà. Ça, je boucle cette partie. C'est tout. Maintenant, en ce qui concerne nos élus à l'Assemblée nationale, mais vous comprendrez tout de suite avec moi que notre président national, l'honorable Cabral Libi, ne peut pas faire partie des signataires de ce... Ne pas prononcer, même Moine, une députée PCRN, je dis, M. N'Djamène, de manière abjecte d'ailleurs. Je suis mieux placé sur ce plateau de son parti pour parler du PCRN. Voilà. Donc, essayez un tout petit peu de m'écouter. Quand je parle du PCRN, je parle du PCRN avec honneur, avec aisance. Heureusement. Voilà. Donc, laissez-moi continuer. Ce que je veux vous expliquer, c'est que au niveau du PCRN, avec nos élus qui sont à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas trouvé trop important de signer cette pétition. Et que mon président national, l'honorable Cabral Libi, le connaissant, très souverainiste, je ne pense pas qu'il va apposer sa signature sur un tel document. Parce que, voyez-vous, voici des parlementaires, au lieu d'adresser d'abord un courrier au gouvernement camerounais pour leur demander, depuis que la crise anglophone perdure, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez fait comme solution? Maintenant, on tourne le sujet vers les États-Unis pour qu'il y ait une intervention. Là, je dis, ça n'est pas à l'ordre du jour chez nous au PCRN. Et en plus, je peux aller plus loin. Chez nous au PCRN, ce sujet n'est pas tabou. Fédéralisme, sécessionnisme, nous on cause de tout. Et c'est même pour ça que nous vulgarisons notre projet politique, c'est-à-dire le fédéralisme communautaire. Parce que nous avons constaté avec le régime d'en face ne peut pas résoudre cette crise anglophone. Excusez-moi, parce que ça fait déjà 5 ans que ça perdure. Au départ, c'était une revendication corporatrice légitime. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, les Mouacho BBC, les Ngaloum Félix sont emprisonnés. On avait organisé le dialogue national à Yaoundé du 29 au 4 octobre 2019, si je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas faire, si nous voulons donc qu'il y ait la paix, pourquoi ne pas faire donc venir ceux qui sont beaucoup plus écoutés dans leurs zones respectives? Maintenant, de ce côté, je finis de dire ça, je peux aussi évoquer les mesures qui ont été prises par le gouvernement, l'effort que le gouvernement a fait. Ça ne sert à rien de jeter aussi le tort sur le gouvernement. De l'autre côté, le gouvernement a créé des centres de réinsertion, de désarmement et de réinsertion. Ça, c'est aussi un point culminant. Une fois de plus, le gouvernement a appelé ces gens à venir discuter. Mais
on s'est rendu compte que quand ces gens viennent pour discuter, en réalité, ils ont des idées calées. Ça veut dire que, quelque part, on n'empêche pas à un citoyen camerounais de manifester sa volonté politique, même étant à l'étranger. On peut le faire. Et je dis, ça fait partie des programmes politiques de toutes les formations politiques qui existent. Je peux être aux États-Unis, je peux être en Angleterre, mais je milite pour mon pays, pour que les idées, ce sont des idées, et non financer le terrorisme, et non combattre le gouvernement. Parce que quand on appelle au dialogue, votre interlocuteur ne vient pas. Ou bien votre interlocuteur ne fait pas de progrès pour qu'il y ait vraiment ce dialogue. Nous ne pouvons pas sortir de cette crise. Moi, je dis, le gouvernement est en train de tout faire pour résoudre ce problème. Mais il reste beaucoup à faire. Il faut que ce gouvernement, donc, nous écoute. Il faut que le gouvernement écoute la plupart des acteurs, non seulement politiques, de la société civile. Parce que l'idée qu'on est en train de véhiculer concernant cette crise, c'est comme s'il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas d'accord et qu'ils veulent saccager le pays. Non, s'ils saccagent ce pays, ils vont rentrer où? Dernière réaction pour vous sur ce sujet avant de passer à... Je tiens à rappeler, Bouba, que dans cette lettre des sénateurs américains adressée à Joe Biden, président américain, il y a 2 éléments. Ils demandent, dans un premier temps, de suspendre le rapatriement des Camerounais vers le Cameroun. Deuxièmement, il demande de sanctionner le gouvernement camerounais dans la gestion de la crise dans nos eaux. Vous voyez le lien politique. Voilà. Il ne faut pas être naïf, je suis un homme politique. Alors. Je suis tenu de faire aussi une lecture politique. Parce qu'en réalité, quand on dit des rapatriés, est-ce des gens qui étaient déjà dans l'espace américain, qu'on a attrapés pour séjour irrégulier pour mettre dans un camp de rétention en Amérique, ou est-ce des gens qui venaient d'Amérique latine bloqués à la frontière? Il faut savoir. Si c'est les gens bloqués à la frontière, il n'y a même pas besoin de parler de séjour régulier ou de machin, on les renvoie là où ils sont venus, pas forcément au Cameroun. Mais si c'est les gens qui séjournaient déjà au Cameroun, aux États-Unis, et qu'on les a pris, par quelle alchimie les sénateurs ou congressmen américains se sont focalisés sur les Camerounais? Pourquoi cet intérêt sur les Camerounais s'ils vivaient aux États-Unis? Je vous dis, soyez pas naïfs, il y a un problème politique. Il y a des financiers ambazoniens tapis aux États-Unis et en Angleterre, pas que le au Canada, d'autres, qui financent le terrorisme dans le Nozo, où des ambazoniens tuent les anglophones, raquettent des anglophones, rançonnent des anglophones. Tuent même des enfants. Vous rappelez, les enfants, merci, Kumba. Oui. Où des terroristes sont venus assassiner des âmes innocentes. Ça, c'est inacceptable. Je dis aujourd'hui que les 118 députés camerounais qui n'ont pas souscrit à cette lettre doivent le faire rapidement. Non. Et je salue ici Joshua aussi et les 61 autres députés camerounais qui font honneur au Cameroun. Monsieur pas seulement, j'ai pas fini. Pas seulement parce qu'il s'agit d'une question nationale, mais parce que aussi les Américains, c'est pas le Parlement onusien. L'Amérique, ce n'est pas l'ONU. Les Américains n'ont pas à s'immiscer dans nos affaires. Ça fait 500 ans que les Blancs nous font croire qu'on ne peut pas gérer nos affaires. Voilà, merci. Ils ont tué Lumumba, les Américains. Ils ont tué le Panaméen, là, Noriega. Ils demandent l'extradition de Wikileaks, de Julian Assange. Parce que, soi-disant, ils s'attaquent aux intérêts américains. Quand la femme, la Bensouda, de la CPI, a voulu enquêter sur l'exaction des militaires américains en Afghanistan, on a dit non. On a dégagé. Et Guantanamo, c'est quoi? Donc ces barbares américains ne peuvent pas nous faire de leçons. Merci, cher monsieur. Malheureusement, on va revenir sur, si vous permettez. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur cette question. Non, on trouvera une occasion, monsieur. C'est qui l'a dit là, c'est grave. Non, il a dit c'est barbare. C'est barbare. Ne demande pas qu'on donc pourquoi s'intéresse la lettre ne dit pas qu'on s'intéresse. S'il vous plaît, peut-être pour vous permettre vraiment en 30 secondes de recadrer ou de repréciser une ou deux choses. Bon, voilà, juste sur cette question, vraiment pour qu'on puisse avancer par rapport à la situation. S'il vous plaît, moi je reste dans la lettre là. Et j'ai dit que ce que. Vous voulez apporter une précision. J'ai dit que ce que M. Jamais a dit qu'on a demandé de sanctionner le Cameroun est faux. La lettre, s'il vous plaît, il est dit We call on the administration to protect Cameroonians in the United States. Voici ça. In the United States. Not to be repatriated. On demande de protéger les Camerounais aux États-Unis.
Comment vous dites qu'on a demandé de sanctionner les Camerounais? Un bout de phrase. Non, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Est-ce que la conclusion, c'est la lettre? Merci, cher monsieur. On ne peut pas venir lire la conclusion. On n'a pas dit de sanctionner les Camerounais. D'accord. Lisez tout la lettre. Merci, cher monsieur. On va revenir sur ce problème au port autonome de Douala, un an après la RTC, la régie du terminal à conteneurs. On parle de bénéfices engagés à moins d'un an, de près de 50 milliards déjà, ce qui est largement au-dessus. C'est pas le bénéfice chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, autant pour moi, engagé déjà en une seule année. Oui, une seule année. Vous qui êtes un expert en question portuaire, est-ce que on doit se réjouir un an après des prouesses de la RTC? Oui, M. Bouba, je pense qu'il faut d'abord commencer par féliciter le gouvernement de la République, féliciter le chef de l'État pour la vision qu'il a eue le 24 janvier 2019 par le décret 2019-034. Ce décret simple disait ceci, que dans le cadre de la réorganisation du port autonome de Douala, que le port autonome de Douala, à travers son conseil d'administration, pouvait créer des régies. Et la création de ces régies pouvait se faire par le contrôle du conseil d'administration. C'est ce qui a été fait. Et d'abord, pour dire simple, que nous parlons du 24 janvier 2019. Et donc, cette vision, c'est le nouveau décret. Ce décret est d'application directe. Quand j'ai dit ça, vous comprenez parfaitement que lorsque le consortium Maersk-Bolloré traîne le PAD au tribunal pour la problématique de la régie, le tribunal administratif dit nada, la régie ne devait pas se faire. Mais c'est un décret. Et donc, on ne peut pas, avec le décret de 2018, si, Barista, s'il vous plaît, oui, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit bien que le tribunal... C'est ce que j'ai dit, Barista. J'ai dit que le tribunal ne pouvait pas se permettre de... Tu as dit non. Non, j'ai dit non, de mettre en cause le décret présidentiel. Et donc, lorsque j'ai dit tout ça, vous comprenez pourquoi j'ai dit il faut féliciter notre gouvernement, la vision du chef de l'État à réorganiser le domaine portuaire de Douala et de faire en sorte qu'on ne tende plus vers des concessions de longue durée qui, en réalité, ne portent pas bonheur au Cameroun. Je voudrais faire rapidement une citation pour que vos auditeurs nous comprennent. C'est que dans le cadre de la logistique, la façade maritime et la façade aérienne sont les vecteurs du développement. Je dis bien la façade maritime et la façade aérienne sont les chances naturelles du développement, ce Dieu qui donne. Et c'est pour ça que vous voyez que le ciel camerounais, au niveau aéroportuaire, est trop recherché. Les avions descendent et repartent. La façade maritime du Cameroun, à travers donc, ce qu'on venait de dire, Bakassi de l'autre côté, vous avez vu le port, la mise sur pied du port de Limbé, le port de Kribi et le port de Douala, sont des ouvertures extraordinaires pour le développement du Cameroun. Donc, quand je dis Limbé, c'est Tico déjà, vous comprenez ce que je veux dire. Si, je ramène ça dans le port autonome de Limbé, et vous comprenez que ces façades maritimes, le chef de l'État, le président Biya, a compris que le développement du Cameroun devait donc passer par ces structures. Et voilà donc pourquoi la régie donc, a été mise sur pied pour éviter de longues concessions de 15 ans. Je vous donne certaines en termes de performance. 2018, 2019, le DIT a manutentionné 337 navires. 2020, première année de la régie, 330. Ça veut dire différence... Non, 330 et 335. Différence 328. de 300, j'ai dit 30. Oui, 330 et 337. Ça veut dire que DIT a fait plus de 7 navires que la RTC. Au niveau du volume, 376 000 équivalents 20 pieds EVP contre 333. Ça veut dire que DIT a manutentionné plus que la RTC. Voilà les deux clichés qu'il faut que nos auditeurs nous suivent très bien. Parce que la DIT a dépassé, en termes de mouvement navire, la RTC, et en termes de volume manipulé. Mais maintenant, en termes de résultats. En termes de résultats, maintenant, c'est quoi la différence? En termes de résultats, maintenant, en termes de livraison, la RTC a fait 123 000
conteneurs livrés contre 116 000. Voilà. Donc ça veut dire qu'on commençait à noter déjà les points positifs. Je manutentionne moins, j'aime moins de navires, mais je livre plus. Donc ça veut dire donc l'efficacité aujourd'hui, le ratio d'efficacité de livraison est beaucoup plus avéré par l'expertise nationale. Au niveau maintenant du chiffre d'affaires, 49 milliards 800 en direct, plus les 10% concédés dans le cadre de la baisse de coûts de passage portuaire pour susciter donc la mise sur pied de la RTC, qui a donné une valeur positive aux chargeurs camerounais de l'ordre de 4 milliards. Ça veut dire donc que nous sommes à 53 milliards de chiffre d'affaires par la RTC contre 2019, 48 milliards. Par les journaux qui écrivent du n'importe quoi, ça ce sont des chiffres réels avérés. Au niveau maintenant de la redevance, qu'est-ce que le port a gagné au niveau de la RTC? En 2019, c'était 4 milliards. Et en 2020, avec la RTC, 15 milliards. Qu'est-ce que les impôts ont gagné avec la RTC? DIT, 7 milliards en 2019 contre 9 milliards en 2020. Je dis maintenant aux Camerounais, au-delà de l'expertise nationale, la vision du chef de l'État a dit que la façade maritime et cette chance de développement se trouvent aujourd'hui être une vérité. Et donc, tout ce que, maintenant c'est le côté de Barista, tout ce qu'il y a comme le côté judiciaire, que Bolloré, avec tout ce qui est arrivé hier le 26, et que c'est maintenant la justice française qui remet Bolloré maintenant contre les intérêts africains par rapport au Togo et par rapport à la Guinée, montre à suffisance que le Cameroun et la task force maritime que nous, les experts de la place portuaire, nous avons voulu mettre sur pied, était une vérité pour faire comprendre que les Camerounais, comme disait tout à l'heure M. Ndiamé, nous sommes aujourd'hui, après 60 ans, n'est-ce pas, de tiraillement, nous pouvons aujourd'hui porter notre pays au firmament de l'histoire. Oui. Alors, Amatoukou, vous êtes au quotidien, par ailleurs, déclarant en douane, donc vous vivez au quotidien les réalités au niveau du port autonome de Douala. Concrètement, pour vous, qu'est-ce qui a changé entre ces deux époques, au-delà des chiffres de bataille qu'on peut avoir, sur les chiffres qu'on a si bien brillamment relayés par le docteur Fauchivé? Oui, Bouba, tout d'abord, je tiens à préciser une seule chose. Tout à l'heure, on était dans l'aspect politique. Maintenant, nous entrons vraiment dans le domaine économique et beaucoup plus... plus technique, hein? Plus technique même, et même un peu complexe. Parce que pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous écoutent, peuvent ne pas cerner, mais nous sommes là pour éclairer leur lanterne. Et je m'aligne difficilement derrière un militant du RDPC. Mais comme nous sommes dans le domaine de l'expertise... C'est pas de la politique. Comme nous sommes dans le domaine de l'expertise, je peux m'aligner derrière le docteur Fauchivé, parce que les chiffres qu'il vient de donner sont exacts. Oui, il n'y a rien à reprocher. Je finis de dire ça. Maintenant, j'ai envie de féliciter le directeur général de Port Autonome, M. Sirius Ngo. Je ne le connais pas. Je fais difficilement dans l'amalgame. Ça ne me ressemble pas. Pour moi qui suis nuit et jour au port, je vous dis et je vous rassure, le port de Douala est illuminé là où nous en sommes. Même si vous êtes, excusez-moi le terme, aveugle quand vous arrivez au port, c'est-à-dire qu'avec votre canne, vous pouvez retrouver le chemin. Aujourd'hui, les efforts sont considérables. Les indicateurs de performance de notre port est au bon niveau. Ce qu'il faut féliciter, c'est les Camerounais, c'est l'expertise camerounaise nationale. Parce que tout part du quoi? C'est-à-dire du fait que DIT était concessionnaire du port autonome de Douala. Il y a eu un contrat entre l'État du Cameroun, représenté par le PAD. PAD, c'est le port autonome de Douala, pour ceux qui nous suivent. Et DIT, c'est Douala International Terminal, qui est le concessionnaire. Le PAD était concédant. Maintenant, tout part de cette note de service, M. Bouba. Parce qu'on parle de l'économie du Cameroun, honnêtement, il faut aller sur les bases légales. Voici, j'ai avec moi, j'ai apporté ça pour vous et pour votre archive, une note de service datant du 16 décembre 2019. Objet, cellule de mobilité DIT.
Voici d'où part le problème du port autonome de Douala. C'est-à-dire, DIT envoie ça à l'attention des opérateurs du secteur portuaire. Que lui, son contrat est arrivé à terme et qu'il va créer une cellule de mobilité. Mais en réalité, pour nous qui sommes dans ce domaine, dans ce secteur, nous savons très bien que beaucoup de choses n'ont pas été dites. C'était un plan de déstabilisation énorme. Et croyez-moi, à partir de cette affaire du port, on pouvait déstabiliser le Cameroun à tous les niveaux. Tout à fait. Je finis de dire ça, ce n'est pas le seul document. Voici un deuxième document, c'est-à-dire 2 semaines après. La première note de service était rédigée le 16 décembre 2019. La deuxième était rédigée le 30 décembre 2019. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire, le 31 décembre, au Cameroun, on doit travailler, c'est-à-dire demi-journée. Parce que c'est le Saint-Sylvestre, les gens doivent aller à la messe et autre chose. Maintenant, ça va impacter directement sur les opérations maritimes, c'est-à-dire portuaires. Il y a des importateurs qui ont leurs conteneurs qui doivent sortir du port. Il y a des exportateurs qui doivent envoyer nos produits à l'extérieur. Et DIT nous pendons cette note le 30 décembre à 14h pour nous dire ceci. Je lis avec votre permission. L'exploitation du terminal à conteneurs par la société DIT, Douala International Terminal, prend fin ce mardi 31 décembre. En conséquence, DIT informe les acteurs de la place portuaire de port de Douala que le terminal à conteneurs fermera à 14h. Monsieur Boubangomna, quand tu es un professionnel de la chose, tu lis cette lettre, c'est-à-dire que voici un port qu'on veut déjà fermer. C'est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à rester. Parce que je me rappelle, le 30 décembre, c'était un lundi. Le 31, c'était un mardi. Vous avez des gens qui ont fait des programmations des navires, des ouvertures de guérites pour faire embarquer leurs conteneurs. DIT leur exige maintenant de payer les prestations. DIT encaisse cet argent. C'est-à-dire toutes les recettes du 31 décembre n'ont pas été reversées. Bien sûr. DIT a déjà plié ça. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, sur le plan de l'exploitation et sur le plan infrastructurel. DIT a saccagé, excusez-moi le terme, l'informatique. Le système informatique. Oui. Nul n'a été l'expertise camerounaise. Je dis bien le PAD et le personnel de RTC, ce sont des personnels à féliciter. Je chute en disant que aujourd'hui, nous avons le vrai visage de notre port autonome de Douala. Tout à fait. Moi, je ne suis pas dans ce registre qui soutient les Occidentaux. Bolloré Africa Logistique est présent sur le continent africain depuis 1929. Ouais. Et si vous faites le calcul, il est dans plus de 45 pays de l'Afrique. Si seulement c'est le port, la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala qu'il a perdu, mais il y en a d'autres. Ouais. Pourquoi ne pas mettre en exergue, c'est-à-dire le Made in Cameroun? Nous avons des compétences, nous avons des génies dans ce domaine. Ouais. Ce que le docteur Fauchivier vient de dire, ce n'est même pas à vérifier, c'est palpable. Aujourd'hui, quand vous arrivez au port de Douala, avec la régie qui a été mise en place le 1er janvier 2020, un an, les bilans sont satisfaisants. Voilà ça. Le port de Douala a créé 4 régies. Une régie de terminal à conteneurs qui s'appelle RTC. Sécurité. Nous avons le DPS Security. Nous avons dragage. La DPW Security. Oui. Et nous avons le dragage. Voici un monsieur qui a de l'avenir. Voici un monsieur qui contribue efficacement dans ce domaine. Et nous, en tant qu'acteurs de la chaîne logistique, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devrons nous réunir autour de ce monsieur parce qu'il est avenant. Je ne vous mens pas, je ne fais pas de l'amalgame. Si vous prenez rien que le dragage, à l'époque où DIT était là, les sous-traitances, les factures que ça nous coûtait à l'État du Cameroun, c'était insupportable. Et dans la... Non, je suis en disant parce que Barista est en train de Barista, justement, je veux qu'il nous dise pourquoi. Là, maintenant, nous sommes là dans un domaine beaucoup plus vraiment technique. Et quand il s'agit du port autonome de Douala, nous savons, Douala, c'est le poumon économique. Quand on parle du budget de l'État, 80%, ça sort de Douala. Laissez-moi éclairer les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que nous ne pouvons pas accepter ce chantage. Nous avons fait nos preuves ici au Cameroun, avec l'expertise nationale. Nous avons vu. C'est des Camerounais qui travaillent. Nous avons des ingénieurs chevronnés. Nous avons des techniciens qualifiés pour faire la maintenance de ces grilles au port. Et maintenant, je dis, ce qui est sûr, nous n'allons pas céder à un seul chantage. Nous ne sommes pas dans le cas de chasser
les investisseurs. Nous voulons les attirer. Mais il faut mais dans un cadre bien réglementé. Parce que le contrat, c'est quoi? Le contrat... Terminé, je suis pas ça, c'est-à-dire que au niveau du contrat qui lie Bolloré et l'État du Cameroun, c'est un contrat de concession. D'abord, la concession est arrivée à terme. C'est un problème juridique. Et c'est arrivé à terme. Justement, parce que dans le contrat de concession, il y a d'abord la conclusion, l'exploitation du contrat et l'expiration du contrat. Quand vous n'avez pas réuni ces trois éléments et que le contrat est arrivé à expiration, allez dans n'importe quelle justice. Mais il s'agit là de protéger l'économie camerounaise. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est gérer un port. Je m'arrête là pour cet instant. Alors, est-ce que malgré l'exposé fait par cet expert dans les questions portuaires sur la question du PAD, comment comprendre que Bolloré puisse faire la pluie et le beau temps malgré ces manquements? Est-ce à dire que le politique, parce que là on peut rester technique, mais on ne va pas s'éloigner du politique qui favorise quand même un certain nombre de choses à ces personnes-là. D'abord, je voudrais saluer l'expertise de mon ami Ama. Je ne suis pas un expert des questions portuaires, mais néanmoins, je salue sa pertinence. Et je voudrais apprécier ici, sur ce plateau, la pertinence aussi d'Edouard Fouchivet. Moi, je suis ici pour célébrer le Cameroun, pas le gouvernement, attention. Célébrer le Cameroun. Moi, je suis passionné par mon pays. J'aime mon pays. Je crois qu'aujourd'hui, Bolloré, qui est présent dans 45 pays d'Afrique, dont 17 ports, terminal à conteneurs, 17 ports d'Afrique, s'est construit des réseaux partout en Afrique. Oui. Et par sa filière Havas, filière de publicité, ils ont intégré pas mal de gouvernements africains. Oui. D'ailleurs, le Togo... Le gouvernement béninois y a échappé puisque M. Talon a chassé Bolloré du port de Bénin. On a bien vu que dans le cas, par exemple, de Conakry, de la Guinée-Conakry, pardon, c'est M. Bolloré qui a fait la campagne de M. Alpha Condé. Donc, il passe par ces agences de publicité, etc. Ils se sont donc bâtis un gros réseau. C'est un esclavagiste. En tant que panafricain ici, je n'ai pas coutume de saluer les actes du président de la République. Mais je dis que la fin des accords de coopération est à saluer. C'est un chemin ouvert pour la réappropriation de l'indépendance économique de l'Afrique. C'est un début de quelque chose. Tout à fait. Il faut saluer ce frémissement. Parce qu'aujourd'hui, avec la création, par exemple, de la Sonamine, vous savez, dans les accords d'esclavage qu'on appelle accords de coopération, il était dit que le sol et le sous-sol camerounais appartenaient à la France. Aujourd'hui, la Sonamine, qui est 100% camerounais, 100% camerounais, la Sonamine, créée récemment par un décret présidentiel, a pour fonction désormais d'explorer, d'exploiter, de transformer et de commercialiser les mines du Cameroun. Ça veut dire que nous connaissons la nature. Je ne parle même pas d'hydrocarbures. Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut célébrer l'Afrique et en particulier le Cameroun. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement. Tu comprends donc pourquoi Bakassi veut nous échapper. Exactement. C'est pour dire que c'est l'occasion ici pour moi de saluer M. Cyrus Ngor, grand manager, tout à fait, qui a tout fait pour que la RTC soit à 100% camerounais. Bien sûr. Et on a démontré aux yeux du monde que 6 semaines seulement après le départ de la DIT, on a mis en place le système Nevis. Bien sûr. Qui est un système de facturation extraordinaire. Et bien, je salue ici, ça se fait en ligne. Les informaticiens camerounais. Bien sûr. Je mets au défi, parce qu'on a coutume de dire qu'on va appeler les Indiens. Même pas. Les Chinois, point fort. Les Indiens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Camerounais est un homme de talent. Il nous reste juste les navires. J'ai envie toute ma vie de célébrer. Le jour où on aura un navire, c'est certainement. Sûrement, il y a des problèmes de gouvernance. Ouais. On ne peut pas nier l'excellence camerounaise. Nous montrons aux yeux du monde que les Blancs ne peuvent pas, de manière impunie, de manière totalement rationnelle, prétendre qu'ils sont supérieurs. Nous démontrons par la gestion de la DIT, parce que l'État de vétusté. Du matériel. Tout à fait. On a repris le port, RTC avec le corps. C'est le même matériel. Aujourd'hui,
tu as parlé des bénéfices, des chiffres d'affaires de 50 milliards. Tout à fait. Quand on ajoute les plans tarifs, les baisses tarifaires, c'est 53 milliards. 53 milliards. Quand on parle des redevances reversées à la PAD, plus de 15 milliards. Là où Bolloré n'a versé que 4 milliards. C'est clair. Le Trésor public a gagné 9 milliards contre 7. alors que Bolloré, en 2019, ne versait que 7 milliards. Ayant fait plus de navires et plus de conteneurs. Je termine, Bouba. Si nous étions en Champions League, le Camerounais serait sorti champion de sa poule. Donc encore que M. Bolloré, qui prétend, parce qu'il a acquis le port de Kribi comment? De manière absolument nébuleuse. Non, ça c'est un autre dossier. Nous sommes prêts. Non, parlons pas de ça. Je termine en disant par là que aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, la RTC a remis en selle, a remis sur pied le port de Douala. Moi, je suis fier du port de Douala, qui n'appartient à aucun parti politique. Tout à fait. Et j'y étais au mois d'octobre, avec le Premier ministre. Du Premier ministre. Oui. Mais je ne suis pas allé pour les RDPC. Bien sûr. Je ne suis pas militant du RDPC. Je suis allé parce que les engins de navigation, de dragage, pour arriver, vous avez taxé de Sardou. Oui, mais c'est les oiseaux qui me taxent. Ça, c'est le problème. J'étais d'ailleurs très fier de voir mon ami. Ceux qui militent pour la descente aux enfers du Cameroun se trompent. Le Cameroun vivra toujours. Et restera debout. Je dis que moi, je fais la part des choses entre les actes posés par un gouvernement et l'image d'un pays. Quand le Cameroun fait bien, il faut le saluer ici M. Cyril Ngor, qui est en train de faire la fierté du Cameroun et de l'Afrique centrale. Alors, Barissa Achou, quand on essaye d'écouter les uns les autres, si on peut saluer les prouesses de la RTC, l'équipe actuelle, on peut quand même s'interroger aussi un peu sur cette histoire qui est restée en instance au niveau de la Cour suprême sans décision, alors qu'on connaît ce qui se passe sur le terrain. Comment comprendre que la Cour suprême n'est pas vidée, par exemple, le dossier qui met aux prises, je crois, dans l'attaque, le terminal à conteneurs, et que cette affaire reste toujours pas encore vidée au niveau de la Cour suprême du Cameroun. Merci, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais dire un mot à propos de ce que les deux experts ont dit ici. Je voulais dire que le bilan dressé par le docteur Fauchivé est mitigé, parce qu'il a oublié. Il a certainement oublié que la régie a fonctionné pendant la période du Covid, qui a connu un ralentissement. On va apporter très important. Il faut l'apporter cette fois. Il dit mitigé. C'est très important. Ça veut dire qu'il veut préciser qu'on aurait pu faire plus. C'est vrai. C'est vrai, Barista. C'est vrai, Barista. À cause du ralentissement du Covid, on a connu, n'est-ce pas, ce genre de bilan. Donc, Bolloré, c'était... Moi, je trouve que vraiment c'était une décision bête d'appeler des étrangers pour venir gérer cette histoire. Parce que l'étranger va travailler, il va prendre pour lui d'abord avant de vous donner un peu. Donc vous voyez, normalement, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Bolloré nous donne beaucoup d'argent. Donc tout ce que la régie travaille reste au Cameroun. Tout à fait. Donc normalement, c'est un système à perpétuer. Lorsque vous regardez le personnel du PAD, parce que moi j'étais conseil dans l'affaire contre l'ancien directeur Siam Siwe, et j'étais vraiment surpris de voir le gabarit intellectuel du personnel du PAD. Donc vraiment ce que je vois là après la régie, c'est rien du tout. Vous avez parlé du dragage du port. Ouais, ça m'a fait sourire parce que vous avez parlé des investisseurs. Le port est dragué par la drague Youpoué qui appartient au PAD. Qui appartenait, c'était à l'époque. Ça appartient au PAD. C'est pour ça qu'on a mis en régie maintenant. Donc ça nous revient maintenant. Mais il y avait une prime qui était payée aux Français pour le dragage. Tout à fait. On n'aime pas trop entrer dans ce genre de détails. On se focalise des milliards de francs, des milliards de francs. Le PAD a ses équipements. La plupart de ce que vous voyez là appartient au PAD. Mais c'est ce que le monsieur Djamé est venu avec le Premier ministre l'autre jour inauguré. Et je rappelle qu'il y a le port. Vous me laissez terminer d'abord, s'il vous plaît, Barissa. Alors, je dis donc que vraiment... il faudra que l'exemple du port de Douala soit appliqué à tous les ports camerounais. Et africains même. Non, nous, on se limite d'abord au Cameroun. Pour tous les ports camerounais. Il y a Limbé, il y a Kribi,
il faudra qu'on applique ce régime à tous les ports, parce que c'est un système gagnant. Bon, maintenant, à propos de votre question sur le litige, vous savez, quand l'affaire va... Qui n'est pas vidé à la Cour suprême, on s'interroge quand même un peu que jusqu'ici, que Bolloré soit taxé de corruption, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que le système... l'affaire reste toujours pendant. Vous savez, à la Cour suprême, le système n'est pas celui que nous connaissons dans les juridictions qui sont inférieures. Donc, il y a le système de... lorsque l'affaire vient, on l'envoie d'abord on désigne un rapporteur qui prépare son rapport et on envoie, le greffier en chef envoie les mémos, n'est-ce pas, aux différents conseils pour qu'ils envoient les mémoires. Donc, c'est à la fin de tout ça que la Cour va organiser l'audience. Donc, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas le flagrant délit, tant que ce n'est pas fini, on ne peut pas se précipiter pour rendre une décision. Donc, le rapporteur doit faire son rapport, les différents conseils des conseils des parties doivent déposer leur mémoire, et c'est après cela que la Cour va fixer l'audience. Je suppose donc maintenant que comme il n'y a pas d'accord d'audience, ce processus n'est pas encore vidé. Alors, docteur Fauchivet, est-ce que la task force dont vous faites partie pourra se saisir de la décision de justice, par exemple, cette semaine, le 26, du côté de la France, pour envisager des poursuites contre Bolloré, et également du côté de Paris, là-bas? Oui, je voudrais légèrement revenir sur ce que vient de dire Barista, où dit que la dernière en date au niveau juridictionnel s'est passée à Abidjan. Et l'arrêté d'Abidjan est clair, même quand les Bolloré fêtaient, pour dire que le problème posé, à savoir la mise sur pied de la régie du terminal à conteneurs, est beaucoup plus un acte commercial qu'un acte administratif. Ça veut dire que le tribunal administratif de Douala avait tout faux. Donc, maintenant, je dis ça parce que le dossier qui est au niveau de la Cour suprême a été freiné par le fait qu'on attendait d'abord que la Cour suprême puisse se prononcer sur la quartier. Abidjan a déjà donné la voix. La voix d'Abidjan, c'est que le problème de la régie du terminal à conteneurs est commercial et non plus administratif. Donc tout ce qui a été fait au niveau du tribunal administratif de Douala, c'est nul et fait. Donc maintenant la Cour suprême doit s'aligner pour que, ça veut dire, tout le problème au niveau de la Cour suprême devrait suivre maintenant l'arbitrage d'Abidjan. Maintenant, pour revenir sur ce que vous venez de dire, je crois maintenant que d'un côté, les gouvernements de la République, puisque nous avons tenu informer le gouvernement de la République de notre existence, pour notre rapport, par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Diamel, le patriotisme. On ne peut pas aujourd'hui chercher à se développer au niveau de la façade maritime et appeler les gens pour qu'ils viennent plutôt nous aider à travailler. Nous disons donc, la task force, dans sa première mission, est que ce sont des Camerounais qui doivent aller à la recherche des partenaires. C'est très important ce circuit. Ça veut dire que l'expertise est reconnue. Et nous irons à la recherche des partenaires parce que nous pouvons, si nous n'avons pas de partenaires financiers, nous irons plutôt à la recherche des partenaires financiers. Si nous n'avons pas de partenaires X, nous irons vers la recherche. Mais pas que les partenaires, le sorte de Bolloré viennent au Cameroun chercher maintenant des Camerounais pour travailler chez eux. Non, les Camerounais sont aujourd'hui au niveau de la logistique, de la chaîne logistique de transport, très, très professionnels aujourd'hui pour aller vers la recherche. Quant à la task force, nous pensons aujourd'hui que nous avons assez d'éléments par rapport à ce que le tribunal de Paris a sorti le 26, puisque Bolloré passe directement en correctionnel. Bien sûr. Donc passe en correctionnel parce que on a pensé à un moment donné que sa main était très bien aligné dans le concept politique pour des marchés qui étaient complètement donnés, attribués donc à sa personne à travers ce que venait de dire tout à l'heure M. Diamel. Pour ne pas dire, pour dire simple, pas seulement le Togo et la Guinée. Il faut parler de tous les terminaux à conteneurs où il est présent, particulièrement le Cameroun. Donc nous pouvons aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers les 24 milliards qu'il refuse de payer au port de Douala, comme sa participation, la quote-part du port de Douala dans le cadre du stationnement reconnu pendant 15 ans,
qui était de 84 milliards et ramené à 24 milliards. Rien que ça, la task force est en train de se préparer pour saisir le tribunal, le TCS, notre tribunal d'abord, parce que c'est un détournement des deniers publics. Et donc, de l'évasion fiscale. Bien sûr, c'est pour ça que je dis, rien que ça, les 24 milliards, restons sur le chiffre de la table ronde qui était de 24 milliards. Ces 24 milliards qui refusent de payer aujourd'hui, nous pensons que le dossier est suffisamment prêt maintenant pour que nous puissions pousser ça au niveau du TCS. Quant au niveau de la France, je voudrais dire que nous n'allons pas trop fêter le résultat de la RTC parce qu'il y a encore des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements ne sont pas liés directement au cadre, à la gouvernance de la RTC, c'est plutôt en termes de la logistique aval. C'est-à-dire quoi? Les conteneurs ne sortent pas aujourd'hui du port à cause des rails. Et la concession est encore entre les mains de qui? De Bolloré. Et donc, nous attirons l'attention du gouvernement pour dire au gouvernement de la République que si le résultat de la RTC que nous venons aujourd'hui de mettre en face des Camerounais et que c'est positif, si la gouvernance de rail n'est pas revisitée, il y aura blocage. Parce que c'est que, dernièrement, il y a 3 semaines, Meurs cherchait à faire, c'était de créer un encombrement au niveau de sortie donc des camions et des rails pour que les porte-conteneurs qui arrivent ne puissent pas décharger rapidement et pour que ça crée un choc au niveau de la façade maritime. Le gouvernement doit être donc attentif pour comprendre que le résultat que la RTC a réussi à avoir aujourd'hui ne peut se maintenir que s'il y a une gouvernance réelle et de continuité sur les rails. Alors justement, est-ce que on va dire que tout n'est pas rose quand même au niveau de la RTC, il y a des choses à parfaire. D'aucuns parlent du problème de congestionnement, vous qui êtes au port. Est-ce que c'est une réalité ou alors c'est une fiction? Ok, Monsieur Bouba, avant de répondre à votre question, j'aimerais renchérir tout d'abord en ce qui concerne ce que vient de dire le docteur Fauchivé concernant la poursuite judiciaire qui sera engagée bientôt par la task force contre Bolloré, l'affaire de 24 milliards. Parce que là même, les Camerounais étaient souples. Sinon, ça devrait être plus. C'était 84. C'était 84 milliards, mais c'est arrivé jusqu'à 24 milliards. Maintenant, en ce qui concerne la gestion du terminal, j'allais y venir, nous, après avoir félicité donc cette victoire du port autonome, ce qui reste à faire, comme vous venez de dire, il y en a tellement ce qui reste à faire. Justement, au niveau du terminal, dans les normes, l'occupation du terminal à conteneurs est chiffrée au terme de 70%. Quand vous avez un navire à quai, le délai de passage de navire actuellement au port de Douala, comparé aux chiffres de Bolloré l'année 2019, ne sont pas les mêmes. Vous avez un navire qui accoste, qui a peut-être 500 conteneurs à débarquer, mais quand vous voyez la fréquence de mouvement entre l'import et l'export, il y a lieu effectivement de soulever le problème des rails. Parce que là, j'atterris directement sur votre question en ce qui concerne le congestionnement du port. Bolloré, au départ, devrait nous mettre en service 5 portiques. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, les portiques, ce sont des grues qui déchargent les conteneurs dans les navires. Mais actuellement, au port de Douala, il y a 3. Oui. Ça, et 2 riels qui fonctionnent. Bien sûr, avec une grue. Oui. Ne parlons pas des 4 autres portiques mobiles. Maintenant donc, comment est-ce que la RTC est en train d'envisager, c'est-à-dire l'occupation ou bien le décongestionnement du terminal à conteneurs? Parce que quand on parle du port autonome, beaucoup de téléspectateurs se figent seulement sur le TAC, le terminal à conteneurs. Or, nous avons plusieurs terminaux. Oui. Nous avons le quai Boscan, nous avons le terminal à conteneurs, le terminal fruitier, le terminal millirier, le terminal d'hiver et ainsi de suite de l'autre côté, le port de pêche. Mais quand vous réunissez tout ceci, c'est énorme. Mais nous focalisons beaucoup plus sur le terminal à conteneurs. Pour réduire le délai de passage de ces marchandises, que ce soit en transit, que ce soit à l'import et à l'export, parce que c'est énorme. Quand vous occupez l'espace portuaire, parce que vous attendez d'abord de négocier avec vos clients pour faire sortir la marchandise, ça congestionne le port. Et c'est même pour ça l'autorité portuaire nationale, en date du 2 novembre 2020, a fait sortir des taxes d'encombrement, des taxes de sécurité.
Au départ, moi, je n'étais pas d'accord. Mais après vérification, je me suis rendu compte que maintenant, nous les acteurs, il y a nécessité. Oui. Parce que quand vous abandonnez votre marchandise au port de Douala, vous avez 11 jours franchise, mais vous laissez pendant 2 mois. Entre-temps, l'engin qui est supposé manutentionner des conteneurs à l'import est obligé de faire 4 tours sur votre conteneur sur le mouvement. C'est-à-dire pour le classer et récupérer d'autres conteneurs livrés à l'import. Ce que vous venez d'évoquer concernant aussi MERS, en termes de livraison, là, je pense que bientôt, on doit se réunir pour voir le conditionnement de livraison locale par MERS. Ça ne peut pas nous engager. Il faut que quand vous importez votre conteneur, qu'on vous laisse la possibilité de choisir votre transporteur. Mais pas qu'on vous conditionne. Okay. Si nous voulons... Non, M. Bouba, c'est très important ce que je dis. Si nous voulons être vraiment performants, atteindre les objectifs, il faut qu'on se rime donc avec le Made in Cameroun. Nous avons tous les moyens au niveau du port autonome de Douala pour valoriser et mettre en exergue tous nos savoir-faire et pour que nous soyons dans les normes internationales. La régie, M. Yankidro, c'est 3 minutes, 2 pour vous, et une pour Barista Alchou. Pour sortir la question, je vous pose cette question encore, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qui peut justifier la superpuissance du groupe Bolloré un peu partout en Afrique? C'est pas seulement le propre du Cameroun, notamment au Cameroun ici où il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, et même ne paye pas, ne respecte pas ses engagements. Vous savez qu'aujourd'hui, M. Bolloré est attaqué à Paris par un certain Jacques Dupuy-Doby pour trafic d'influence et pour corruption en Afrique. Monsieur Jacques Dupuy-Doby est un concurrent, un armateur, qui est présent en Afrique aussi. Il accuse Bolloré d'avoir usé de méthodes mafieuses pour acquérir des positions en Afrique. Oui, les terminaux. Bolloré, on le sait depuis très longtemps, est l'ami de certains chefs d'État africains. Il verse beaucoup de pots de vin. Il met à disposition des hommes politiques pendant leurs campagnes électorales son espace Havas, sa compagnie Havas, pour faciliter effectivement qui a fermé boutique en janvier, il faut dire cela aussi. Oui, de certains hommes politiques au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que vous avez posé tout à l'heure une question sur la Cour suprême. Le tribunal arbitral d'Abidjan a été très clair. Bolloré l'a saisi pour une question administrative. Il se trouve que le tribunal administratif de Douala, qui a donné raison, et là, Bolloré a été désavoué en quelque sorte par la cour d'arbitrage en disant que l'acte posé de mise en place de la RTC est un acte de commerce. Or, c'est le conseil d'administration. Oui. Ils sont compétents pour les actes posés par le conseil d'administration. Ça veut donc dire que Bolloré doit mieux se pourvoir. C'est ce qu'on lui demande. Donc la question aujourd'hui, c'est que depuis plus de 60 ans, il y a des intérêts géoéconomiques et géostratégiques. Ça veut dire que nos législateurs, désormais, doivent comprendre que nous avons un devoir de discriminer les sociétés extra-africaines. Alors, Barista Alchou, est-ce que l'heure n'est pas venue, c'est pas le moment, le temps pour que finalement les nationaux soient valorisés, parce qu'on a dit c'est clair. Il faut discriminer les sociétés extra-africaines. Permettez-moi d'abord. On s'en parle là, justement. Permettez que j'aide mes amis qui parlaient de problème des rails. Bon, les rails qui se trouvent dans le port peuvent être déclarés la propriété du port autonome. Oui, c'est déjà fait. Voilà, donc on n'a pas besoin que Bolloré les gère, c'est la propriété. Non, nous parlons de rails en post-acheminement global jusqu'en Gaoundéré. C'est de ça qu'on parlait. Non, couper la partie qui est dans le port. Vous gérez vous-même. Non, aujourd'hui on n'a plus beaucoup de temps, on vous a compris. Terminé. Voilà, qu'il s'occupe de ce qui est extérieur au port, donc ça va vous permettre de bien travailler. Voilà, maintenant sur votre préoccupation, je pense qu'il est vraiment temps qu'on donne les compétences, n'est-ce pas, aux nationaux. Commençons par l'équipe nationale de football. Oui. Ça y est, tu le dis. Oui, bien sûr. Commençons par l'équipe. On a vu ce que M. Ntungoupilé a fait en moins de 3 semaines. Oui. Donc, ça retrouve, n'est-ce pas, les compétences, les compétences, n'est-ce pas, de ceux qui sont sur le tableau et sur le plateau ici, et ceux qui sont, n'est-ce pas, à la régie au port. Ça montre vraiment que nous avons des compétences locales et on a peu de choses à apprendre
de l'étranger. On a besoin juste de reconstituer notre chaîne de transport. Les écoles, les universités, les sectes, on a ouvert la formation et nous sommes jusqu'au master. Moi qui parle ici, là, pour accompagner les étudiants camerounais. Je peux vous dire qu'il faut arrêter de confier la construction des ponts aux Chinois. Aujourd'hui, au Cameroun, tous les directeurs de manutention sont des Camerounais. C'est les Camerounais. Merci, cher monsieur. Merci à Matou pour votre expertise. Merci à Dr Fouchimé. Merci à Signor Barissa Achou. Merci à Célestin Djamène. C'est terminé. La première rediffusion de ce programme, ce sera à 23h30 ce soir. La seconde demain, quand il sera 23h. Madame, monsieur, juste derrière, ne quittez pas. C'est la République diambolaise qui prend les commandes avec son président, le Raïs, le président Chop Chop, qui est déjà dans les coulisses. Il s'échauffe. Il vous propose beaucoup de merveilles pour son programme qui interviendra juste derrière Canal Presse. Surtout, n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien bonjour. Il est déjà là.